Ça fait un petit moment qu'on s'intéresse chez des patients qui présentent des problèmes fonctionnels digestifs, on a l'habitude d'appeler le syndrome de l'intestin irritable, à ce tableau clinique particulier dont on avait eu un certain nombre d'informations il y a quelques années, notamment avec les travaux de Jean Signalé par l'évaluation microbienne dans son bouquin L'alimentation et la protéine. Et j'ai eu l'occasion de participer à une émission de télévision en France où j'étais invité pour faire l'expertise dans cette émission du livre qu'a écrit Dora. Et ça m'a donné encore plus envie de m'intéresser à cette vision de la différenciation entre le syndrome de l'intestin irritable et le SIBO, et de contribuer, peut-être avec tous les étudiants des DU de micronutrition français et marocains, de travailler, parce que vous allez vous rendre compte que les choses commencent à être à peu près cohérentes dans notre esprit, et qu'il y a encore du travail à faire pour qu'on puisse avoir une approche sémiologique qui soit suffisante et puis un raisonnement qui soit suffisant, et pour trouver des solutions qui soient pertinentes à ce niveau-là. Donc, quand on revient au syndrome d'intestin irritable, les définitions ont été renouvelées à partir des travaux de Mannix, et puis les premiers critères ont été faits à Rome, dans la ville de Rome, par les experts en gastroentérologie, pour définir l'ensemble des troubles fonctionnels digestifs. Et parmi ces troubles fonctionnels, le syndrome d'intestin irritable a été identifié comme un syndrome à part. Et les critères, ils ont été modifiés progressivement, puisque Rome était une ville très sympathique et qui trouvait que se retrouver régulièrement à Rome, c'était bien. Donc finalement, il y a eu pour l'instant quatre critères, puisque c'est passé jusqu'aux derniers critères qui sont de 2016. Et aujourd'hui, les critères de Rome, c'est la douleur abdominale chronique depuis au moins 6 mois, avec au moins 3 jours par mois dans les 3 derniers mois, avec une association d'au moins 2 critères différents, qui étaient l'amélioration de la médication, et puis l'association avec la fréquence et l'aspect des selles. Et l'aspect des selles est aidé par une échelle qui est connue des gastroentérologues, qu'on appelle l'échelle de Bristol, qui demande aux patients, ça ressemble à quoi aux selles, plutôt que de leur demander s'ils sont constipés ou diarrhéiques, ou ils ne savent pas trop l'expliquer. Donc il y a une échelle, avec des sous-groupes qui sont ceux qui ont un intestin irritable constipé, diarrhéique ou alternant diarrhée-constipation. Alors quand on regarde un petit peu l'évolution des critères, on se rend compte qu'entre les critères de Rome 3 et de Rome 4, finalement il n'y a pas grand-chose de changé, mis à part qu'on parlait avant d'inconfort digestif et qu'aujourd'hui on n'en parle plus. Donc le critère principal, c'est la douleur. Pourquoi on ne parle plus d'inconfort? On peut s'en étonner, parce qu'on a vu en même temps les ballonnements disparaître des critères. Donc, est-ce qu'un syndrome d'intestin irritable avec ballonnement, c'est plus un syndrome d'intestin irritable? Et là, ça montre bien que les frontières sémiologiques des différents syndromes ne sont pas les mêmes. Et est-ce que inconfort égale ballonnement? Et est-ce que les syndromes d'intestin irritable qui sont ballonnés, qui sont en inconfort permanent au niveau digestif, ce ne sont pas des choses qui sont en train de développer à cause des populations microbiennes en SIBO. Donc c'est vraiment la question qu'on se pose. C'est intéressant de voir comment les classiques résonnent avec des tableaux cliniques et pas forcément une sémiologie qui repose sur une physiopathologie. Les critères de sévérité de l'IBS, IBS ça veut dire syndrome d'intestin irritable en anglais, eh bien c'est une échelle qui est assez bonne si on veut se repérer du niveau de gravité de l'intestin irritable, et aujourd'hui le score de Francis est le score de référence quand on fait des études sur le syndrome de l'intestin irritable. La sévérité, ok, et puis de tout temps, quand on parle de syndrome d'intestin irritable, on parle de comorbidité. Alors la comorbidité, c'est quoi? Et on se rend compte qu'il y a pratiquement 30 à 50% de gens qui ont non seulement un intestin irritable, mais ont des comorbidités.
Et cette classification est assez étonnante parce qu'à aucun moment on se dit mais est-ce qu'on ne s'est pas posé la question de savoir si les comorbidités ne sont pas des conséquences d'une perturbation au niveau digestif. Et notamment quand on a vu tous les travaux qu'il y avait sur la perméabilité intestinale, est-ce que ces comorbidités, aujourd'hui c'est très clair qu'on a toutes les études pour montrer que par exemple les hypothèses d'évolution d'un syndrome d'intestin irritable qui peut effectivement sur des terrains génétiques qui favorisent l'autisme être le lien, c'est la perméabilité intestinale, on comprend bien que quand on voit que les enfants autistes et que même les adultes autistes ont à 85-90% des troubles fonctionnels digestifs, on peut se poser la question des liens. Donc ça c'est très intéressant et vous voyez que les comorbidités, c'est les fibromyalgies, les lombalgies, les dyspareunies, les cystites, les problèmes de peau, les problèmes de RGO et de dyspepsie. Donc ça veut dire que les syndromes de l'intestin irritable cohabitent avec des problèmes digestifs hauts à type de reflux ou de dyspepsie. Et c'est quoi ça? C'est quoi? Eh bien, on va essayer de le comprendre quand on arrivera à l'évolution physiopathologique entre le syndrome d'intestin irritable et le SIBO. On sait, avec le syndrome d'intestin irritable, que globalement, le syndrome d'intestin irritable se fait par un déséquilibre de l'écosystème intestinal, le microbiote, la muqueuse et le système immunitaire, et qu'en fait, on arrive à un terrain où le microbiote, la plupart du temps, est appauvri. C'est un microbiote appauvri et peu diversifié. C'est une muqueuse qui est altérée avec parfois des jonctions serrées qui commencent à se délabrer et perméabilité intestinale, et un système immunitaire perturbé où il y a des infections chroniques qui peuvent se faire ailleurs ou des allergies. Donc il y a plein de pathologies qui peuvent être dues à ça, le déséquilibre de l'écosystème. 3 conséquences: le microbiote en dysbiose, qui fait de l'inflammation et qui fait de la perméabilité. Je vous le refais parce que je l'aime beaucoup celle-là. Les étudiants la connaissent bien. On va revenir en arrière. Vous voyez que dès que vous êtes en dysbiose, vous ne pouvez pas avoir de perturbation dans les 2 autres composantes de l'écosystème, de système immunitaire, de la muqueuse, perméabilité, et tout passe. Qu'est-ce qui passe? Les débris de l'alimentation, ça s'appelle des protéines, des peptides, et donner des pathologies à distance, ça peut être des débris microbiens, notamment, vous savez, quand il y a beaucoup de grammes négatifs dans la flore intestinale, eh bien, il peut y avoir des endotoxines qui sont en grand nombre et qui peuvent passer la muqueuse et puis entraîner des inflammations métaboliques, des inflammations au niveau du cerveau et partout. Donc ça c'est très très bien connu et on connaît. Ce qu'on sait aussi, et puis de tout temps, les gastros ont toujours dit, oui, mais syndrome d'intestin irritable évolue sur un terrain d'hypersensibilité viscérale. Alors ça veut dire quoi, l'hypersensibilité viscérale? Quand on regarde un petit peu ce que c'est, finalement on se rend compte que c'est tout ce qu'on a découvert ces 10-15 dernières années sur les relations entre l'intestin et le cerveau. Et en fait, c'est un terrain où il n'y a pas que du digestif, il y a une perturbation de l'axe intestin-cerveau, et que quand on a un problème digestif, il est toujours intéressant d'aller regarder s'il n'y a pas de stress, s'il n'y a pas d'anxiété, s'il n'y a pas de dépression, parce que ça fonctionne, et à partir du moment où vous avez les deux, vous ne pouvez pas vous contenter que de donner un traitement symptomatique ici, il faudra traiter ça. Et ça, c'est un problème des stratégies thérapeutiques qui a ça. Donc l'hypersensibilité viscérale, ça provient d'un excès de lissage, ici en bas, et puis également d'une perturbation de l'intégration des messages. La perturbation sera d'autant plus importante qu'on sera en état de stress chronique mal géré, en état d'anxiété, en état de dépression. Donc ça c'est le modèle qui est aujourd'hui reconnu. Maintenant, par rapport à ce syndrome de l'intestin irritable qui est plus complexe, comme vous le croyez, avec toutes les perturbations ou de ces comorbidités qui sont en fait parfois des conséquences, où se situe le SIBO et que certains également évoluent vers le SIFO. Le SIBO, ça veut dire Small Intestinal Bacterial Overgrowth. Ça veut dire en français pullulation microbienne de l'intestin grêle. Et le SIFO, c'est quand la pullulation se fait plus particulièrement sur le fongique, c'est-à-dire les candidoses.
Or, vous savez très bien que les liens entre troubles fonctionnels digestifs et candidose, on en parle depuis des siècles. Et que parfois, tout le monde, il y a certaines personnes qui disent, mais tout ça est dû qu'à la candidose. Il y a des gens qui cherchent toujours le responsable. Alors la candidose existe, certains la développent, il faut aller voir. Donc tout ça, comment on peut imaginer que l'IBS peut se compliquer peut-être en SIBO et peut se compliquer en SIFO, voire être un SIBO et un SIFO. Pourquoi pas? Alors aujourd'hui, les gens qui ont travaillé là-dessus ont déterminé un certain nombre de facteurs de risque sur le terrain qui va développer le SIBO, et notamment, il y a des troubles de la motilité d'intestin grêle. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, la motilité? Ça veut dire qu'il y a des problèmes de péristaltisme, il y a des problèmes de vidange gastrique. C'est des problèmes qu'on commence à bien comprendre aujourd'hui. Quels sont les acteurs fonctionnels qui peuvent appartenir au développement d'un SIBO? Il y a deux acteurs qu'on voit bien, c'est l'augmentation du pH gastrique. On a parlé ce matin du pH gastrique. Et tout à l'heure, on disait que le pH, c'est important qu'il soit très bas. Puisque quand vous avez un pH bas, ça va détruire toutes les bactéries qui ne doivent pas pousser, et ça va laisser passer que celles qui peuvent passer. Or, peut-être que la problématique, entre autres, c'est une réflexion annexe sur l'Helicobacter pylori, peut-être que l'Helicobacter pylori pousse parce qu'on le laisse pousser, et non pas parce qu'il est là et que c'est lui le grand méchant loup. C'est d'abord